Bonjour les conspirés, soyez les bienvenus au Conspiratorium. Je suis votre frère Bertin Bahaya, Mali, et je suis né d'Idjouи. Je suis enfant d'Idjoui. L'île Idjoui, c'est la plus grande île d'Afrique après Madagascar. Cette île est entre les deux villes Goma et Bukavu de la République démocratique du Congo. C'est en plein centre du lac Kivu, le lac congolais qu'on appelle lac Kivu. Voilà, je viens de là. Si un jour vous avez la chance d'être à Goma ou à Bukavu, ne perdez pas de temps. Prenez un bateau rapide ou un bateau normal, allez à Idjoui. Y passez quelques jours et vous n'allez pas le regretter. L'air est pur, la nourriture est délicieuse, elle est faite par les villageois qui habitent là même et qui ont la touche exceptionnelle pour chaque chose qu'ils font, et ils ne font que ça. C'est rudimentaire, c'est rustique, c'est figé dans le temps, il n'y a rien de moderne et vous allez adorer. Les hôtels, il y en a des petits hôtels totalement coquets que vous allez adorer, ils sont exquis, la bouffe c'est exquis, tout est correct, vous allez aimer ça. C'est simple, ce n'est pas compliqué. À Idjoui on dit, pourquoi faire compliqué si on peut faire facile? Et voilà, c'est la philosophie de là. Et voilà, je suis de là. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kamala Harris. Kamala Harris, qui est actuellement la vice-présidente des États-Unis, et elle est projetée. Probablement, que c'est elle qui pourrait se présenter comme candidat à la présidence des États-Unis pour le camp démocrate à la place de Joe Biden. Mais avant cela, est-ce que vous permettez qu'on dise quelque chose sur le pays même, les États-Unis? Hier, je disais que les États-Unis n'est pas une démocratie. Aujourd'hui, ça n'a pas tardé. J'ai reçu un texto de quelqu'un qui m'a dit « Comment ça? Tu veux dire que les États-Unis, c'est une dictature ?» Non, ça ne veut pas dire cela. Ça ne veut pas dire cela. Mais les États-Unis, c'est effectivement une dictature. Dire des États-Unis que ce n'est pas une démocratie ne veut pas dire qu'elle est une dictature, mais dans le cas spécial des États-Unis, c'est une dictature. Permettez, dans une dictature, il y a des règles d'adhésion seulement. Vous les trouvez, vous adhérez. Et on ne vous donne pas une autre option. Vous ne discutez de rien. Il y a quelqu'un qui s'est décidé et qui vous impose cela. Ça, c'est une facette d'une dictature. Mais les États-Unis est une oligarchie tyrannique. Une oligarchie des tyrans. C'est ça. L'opposé de la démocratie, ce n'est pas la dictature, c'est plutôt la tyrannie. Les politologues vont venir me dire autre chose. Je ne pense pas que ça va fonctionner. Car, dans une démocratie, c'est le gouvernement qui a peur du peuple. Dans une démocratie, le gouvernement a peur du peuple. Et dans une tyrannie, c'est le peuple qui a peur du gouvernement. Et c'est effectivement cela aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a deux partis politiques traditionnels. Depuis la nuit des temps, ces deux partis sont là. Avant, c'était le seul pays et parti en ce temps-là. Au début de tout, on parlait seulement d'un courant
on les appelait des démocrates. Et c'est après qu'il y a eu un autre courant qui est venu, qui étaient des démocrates qui sont allés infiltrer les insurgés, ceux-là qui ne voulaient pas d'eux. Et s'ils sont appelés des républicains. Au fait, les républicains disent que c'est eux qui ont les valeurs originelles de la construction des États-Unis. Et que les démocrates ne le sont pas, que ce sont plutôt des bandits de grand chemin et qui ne respectent aucune règle de droit, aucune règle morale, qui sont corrompus jusqu'à l'os. Ont-ils tort? Je vous laisse vous-même décider de ce que vous pensez à cela. Mais maintenant, ces deux partis politiques n'ont pas de politique sociale du tout. Aucun de ces deux partis en a. Il y a plutôt les oligarques, cette poignée d'Américains surpuissants qui ont amassé les richesses de toute la nation entre leurs propres mains. Parmi eux, il y a des grands propriétaires terriens, propriétaires des terres. Et c'est eux qui contrôlent l'industrie alimentaire des États-Unis et d'ailleurs au monde. Ils sont aux États-Unis. L'exemple, c'est Monsanto. Monsanto qui est une compagnie, qui est une industrie agroalimentaire gigantesque, une empire dans l'empire, qui est allé acheter toutes les autres industries agroalimentaires des autres pays, tous, ils les ont achetés. Et ils ont mondialisé l'agriculture. C'est pour ça que mon défunt père, qui avait investi dans la plantation de café et de quinquina, s'est cassé les dents parce qu'il est arrivé au mauvais moment. Au moment où il ne pouvait plus aller donner ou vendre son quinquina et son café à la pharmaquina de Bukavu. Mettons le quinquina. Il ne pouvait plus aller vendre ça à la pharmaquina, qui était l'industrie pharmaceutique du Zaïre. Car la pharmaquina elle-même avait déjà fait des plantations gigantesques pour elle-même. Alors les petits agriculteurs ont été étouffés. Mon père a été étouffé. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à prendre leur café et le quinquina, traverser avec dans des pirogues pour aller vendre au Rwanda. Et ainsi le Rwanda s'est retrouvé premier producteur de café et de quinquina. Comme aujourd'hui le Rwanda se retrouve premier producteur de coltan, il n'en a pas. Premier producteur d'or, il n'en a pas. Ça vient du Congo démocratique. Retournons aux États-Unis, alors, j'ai donné l'exemple de Monsanto. Mais nous avons aussi des compagnies pharmaceutiques gigantesques. Qui sont allés partout au monde, ont acheté les autres compagnies pharmaceutiques des autres pays, tous, ils les ont mis sous leur autorité. C'est ainsi que vous allez voir, quand il y a eu Covid, les Américains ont fait le vaccin pour l'Occident au complet. Les Russes se sont insurgés, les Russes ont fait le leur, et les Chinois ont fait le leur, même les Indiens ont fait le leur. Pourquoi ils se sont tous disputés à faire ça? Vous le savez.
Parce qu'avant, c'était une compagnie, c'était surtout des compagnies américaines, des industries américaines qui pouvaient fabriquer un vaccin et ils vont le vendre aux pays, aux autres pays qui vont l'homologuer. Donc, ils vont faire des recherches dans leur pays pour trouver que, oui, les résultats des Américains est accepté par eux et ils vont l'acheter. C'est seulement après une certaine période où le droit d'auteur n'est plus d'application générale et que d'autres personnes peuvent en fabriquer des génériques. Mais pourquoi en ce temps-là, tout le monde s'est précipité pour faire son vaccin? Parce qu'ils savaient que c'était juste une affaire de gros sous. Il n'y avait rien qui menaçait la santé globale du globe. Il n'y avait rien. Ce virus-là, non. Ok, je vais passer à autre chose. Sinon, on va fermer mon petit YouTube ici. Là. Je ne vais pas en parler. Vous le savez. Vous savez parce que vous, les Africains, vous avez refusé ces vaccins-là en connaissance de cause. Vous le saviez. Alors, je n'embarque pas là-dessus. Je laisse ça passer. Maintenant, je parlais de ces surpuissants, de ces individus puissants qui sont propriétaires de ces compagnies, de ces industries pharmaceutiques, des industries d'armement qui fabriquent les armes. Ils sont tellement puissants, ils ont beaucoup d'argent. Nous avons d'autres, comme le Bill Gates, qui a fait l'argent en nous vendant des logiciels pourris, pleins de virus. Microsoft. Au point où lui-même, maintenant, il devait fabriquer un autre antivirus pour combattre les virus qu'il vend au monde. Il est devenu multimilliardaire. Nous avons de Warren Buffett. Warren Buffett, lui aussi, il a fait la bouffe dans l'alimentation. Burger King. Ça, c'est à lui. Tous ces puissants-là, je ne donne que des exemples. Ces gens-là, c'est eux qui financent le gouvernement américain. Toutes les petites compagnies, jusqu'à la petite boutique, l'argent qui entre, ça finance le gouvernement américain. Mais maintenant, le gouvernement américain va créer des structures comme la CIA, comme le FBI, comme la NSA. Tout ça, ces structures-là de sécurité ont besoin de matériel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller voir des compagnies de fabrication. Ils disent, fabriquez-nous ceci. L'argent vient du gouvernement. La CIA prend ça, va donner à une compagnie qui demande, fabrique-moi ceci. Ou la CIA demande à l'université, fais-moi telle recherche. L'université fait cette recherche. Quand la CIA a les résultats, elle prend ces résultats-là, investit ça dans une technologie quelconque qui donne à une compagnie, par nom Facebook. Facebook, on va nous dire que c'est ce jeune homme-là, oh, il était dans le sous-sol, oh, il avait 3 cerveaux et demi, alors il était tellement intelligent qu'il a fabriqué Facebook, c'est du bluff. CIA monte cette plateforme de contrôle des masses. Mais la loi américaine ne permet pas à la CIA de faire le contrôle des masses des Américains et d'ailleurs au monde. Alors CIA donne ça à quelqu'un. Il dit, toi, tu développes ça et tu nous donnes ce que nous voulons, c'est la surveillance, les informations sur tout ce monde-là et que nous allons garder dans nos banques de données ici. Ça, c'est un exemple que je donne. Vous vous rappelez, avant qu'on ne puisse chasser
les compagnies russes de Facebook comme la chaîne de télévision RT, la chaîne de télévision Raptly, la chaîne de télévision, j'oublie tous leurs noms comme ça. À la Chambre des représentants, on a demandé à Zuckerberg, c'est ça, le propriétaire de Facebook. Il est venu pour s'expliquer. Et le parlementaire, comment il s'appelle, celui qui le va-t-en en guerre, là, son nom va venir, va lui dire, Facebook, c'est notre compagnie. Pourquoi nous devons garder nos ennemis sur nos compagnies à nous, qui puissent nous faire la guerre des médias sur nos compagnies? Il faut les sortir de là. Graham. Il s'appelle Graham. Devant les médias, il vient de vous dire que Facebook est au gouvernement américain. Mais les gens ne captent pas ça. Et pendant qu'il vient de le dire, on a demandé aux propriétaires aussi de Twitter. Twitter aussi, qui est un outil des services de sécurité américains pour contrôler l'information. On l'a fait venir aussi. Quand on lui demandait de bloquer les gens comme le président Trump, en ce moment, il était président en exercice, on l'a bloqué. On l'a chassé de Twitter. On l'a bloqué sur Facebook. Président des États-Unis. On l'a dit, on lui a dit lui aussi de sortir ces chaînes étrangères et d'autres Américains. Car ce sont des compagnies du gouvernement américain. C'est comme ça que cette clique-là des gens contrôle les États-Unis. Et ils sont dans l'ombre. C'est pour ça qu'on les appelle le gouvernement de l'ombre, ou on peut aussi les appeler le gouvernement permanent, parce que ce sont des administrateurs. Ils sont dans l'administration des États-Unis. Les gouvernements peuvent changer, eux ils sont là. Ils vont faire 30 ans, 40 ans, 50 ans de carrière. Il part à la retraite, quelqu'un d'autre vient. Et la ligne reste la même. Il y a un plan centenaire des États-Unis, de développement des États-Unis, un plan centenaire. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui, que les Américains disent, en 100 ans nous allons accomplir ceci, nous devons être ceci. Alors peu importe le président qui arrive, il n'a pas un plan, il n'a pas un plan pour lui. Il fait ce qu'on lui a préparé. C'est pour ça qu'on parle de la continuité de la gouvernance aux États-Unis. C'est la continuité. Un gouvernement qui vient ne dit pas moi je vais faire ceci ou cela. Non. Trump arrive, il trouve qu'il y a une guerre en Irak, une autre en Afghanistan, une autre en Syrie. Est-ce qu'il a fermé ces guerres-là? Non. Il ne les a pas arrêtées. Par contre, il a renforcé ce que Barack Obama avait laissé en Afghanistan. Il a renforcé encore en Irak et il a renforcé en Syrie jusqu'à prendre une partie de la Syrie là où il y a des usines d'extraction de pétrole. La Syrie est coupée de sa source de revenus et les Américains exploitent le pétrole. Ils amènent ça chez eux. Ils vendent. Ils se sont invités en Syrie. La Syrie leur demande de quitter. Ils disent, tu vas attendre longtemps. Et personne ne peut dire un mot. Les mêmes Américains sont en train de dire, vous les Russes, vous n'avez pas le droit d'aller en Ukraine. Oui. Les Russes disent, vous êtes en Syrie. Votre sécurité n'est pas menacée en Syrie. Mais pourquoi vous y êtes?
Votre sécurité n'est pas menacée en Afghanistan, ni en Irak, en Libye non plus. Mais moi, vous êtes en Ukraine pour m'attaquer. Ma sécurité est en jeu. Alors, je ne vous écoute pas. Kamala Harris était candidate président des États-Unis et elle avait participé aux primaires, donc comme les éliminatoires. Chaque parti politique fait des éliminatoires desquels va sortir un seul candidat qui ira affronter le candidat qui est sorti de l'autre côté. Et Kamala Harris avait participé dans cette course-là. En 2020. Juste au 16e là, au début. Et là, j'étais l'éponge. Pourquoi? Elle n'était pas aimée par les Américains. Les Noirs l'ont rejetée. Elle ne pouvait même pas aller faire la cueillette d'argent pour sa campagne. Personne ne voulait lui donner un rond. Elle était détestée par les démocrates, mal aimée par les républicains. Même les indépendants ne voulaient rien savoir d'elle. Elle a quitté la course. Cette femme-là, elle fut avocat général en Californie. Avocat général, c'est comme le procureur général, en ces termes-là. Je ne sais pas si j'ai fait la bonne traduction, parce que je prends ça de Attorney General en anglais, mais en français c'est l'avocat général, je pense, c'est ça, en Californie. Et quand elle était avocat général, elle a fait arrêter des citoyens ordinaires pour des petits crimes comme fumer le marijuana ou le chanvre à fumer et les envoyer en prison pour très longtemps. Elle est sur vidéo, elle est en train de se vanter. Elle dit, je ne voulais pas les sortir de là et je les ai tous arrêtés et je les ai envoyés en prison pour que ce soit une main d'œuvre gratuite pour l'État de la Californie. Et elle dit, c'est ça ma contribution pour le développement de notre État. La même dame maintenant, quand elle est entrée dans la course à la présidence, en parlant, elle voulait comme se faire accepter par les Noirs ordinaires. Elle dit, oh, moi aussi, hein, dans ma jeunesse, il n'y a pas très longtemps, je prenais aussi, je fumais hein, du chanvre comme tout le monde. Elle a dit, hein, tu as pris du chanvre à fumer, le marijuana? Oui, 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 j'ai fumé. Et tu as envoyé des jeunes gens pour avoir été trouvés avec quelques brins ou quelques feuilles de marijuana qui fumaient. Tu les as envoyés en prison, qu'ils aillent pourrir là-bas, pendant que tu faisais la même chose que... Alors on l'a vomi et elle a été rejetée. Mais comme celui qui tirait les ficelles, c'était Obama, on ne s'en cache pas, tous les Américains le savent. Les Américains savent que c'est Obama qui tire les ficelles sous cette présidence de Joe Biden, parce que c'est Obama qui a tout fait pour que Joe Biden vienne. Et que Joe Biden passe comme président. Obama a imposé qu'on prenne la même personne qui avait jeté l'éponge dans les primeurs, Kamala Harris, comme vice-président des États-Unis. Mais c'était la décision du côté démocrate. On a pris Kamala Harris.
et il n'y a personne qui l'a aimé jusqu'à aujourd'hui. Elle est minable comme vice-président. On lui a donné un petit dossier qui s'occupait de l'immigration clandestine à leur frontière sud. Elle n'est pas allée là. Elle a fait semblant d'y aller, elle a tourné en rond quelque part et puis elle est revenue. Et quand elle a été confrontée par un journaliste, vous dit non, tu n'as pas été à la frontière, comment tu te prévois d'avoir été à voir la situation? En riant, un rire jaune, là, il dit, ah oui, mais je n'ai jamais été en Europe non plus. De coq à l'âne, et ça ne voulait rien dire. Et depuis, on lui a pas, on l'a envoyé aussi dans l'Asie mineure. Je pense que c'était, est-ce que c'était au Vietnam? Elle est allée là-bas, elle raconte des gaucheries, elle donne des ordres aux gens là-bas, au lieu d'aller négocier parce que les États-Unis veulent garder ce pays-là comme allié pour combattre la Chine. Elle va là-bas, elle commence à raconter des conneries. Alors, et depuis, on ne lui a plus donné un seul dossier. Elle est restée là comme ça. Alors, voilà. Maintenant, là où les États-Unis, c'est un pays pourri, on a vu que Joe Biden, que vous connaissez, vraiment, n'est pas au contrôle n'est pas au contrôle. Et que il fallait trouver un moyen de le garder là. Parce que s'il est là, il n'est pas responsable de ce qu'on fait. Il fait parce qu'on va toujours dire non, il a des problèmes, c'est un vieux, tout ça. Donc on ne le rend pas responsable de tout ce qu'il fait. Pendant que ce sont d'autres personnes qui dirigent, comme les Blinken, comme les Sullivan. Alors Blinken et Sullivan font des choses qu'on impute au président qui est sénile, ce que personne ne prend de responsabilité. Personne. Et on voulait garder Biden là-bas. Mais comment garder Biden contre un Trump qui est en possession de ses moyens, qui est ultra populaire? Alors ils ont dit, non, ne vous en faites pas. Biden a déclaré, je ne sors pas d'ici, je vais être candidat à ma propre succession. Et les gens ont dit, pas vrai. Celui-ci qui ne sait même pas qu'il vit, qu'il est là, il va encore être candidat à sa propre succession. Tout le monde était sidéré, sauf les démocrates, sauf Obama. Parce que Obama sait de quoi il est question. Et de nulle part, on commence à diaboliser Trump, à diaboliser Trump, à diaboliser Trump, et voilà, on lui tire dessus. Tirer dessus Trump, il mourrait, alors Biden n'aurait plus de concurrent. Quelque végétatif qu'il soit, ou sénile, il va juste passer encore comme président des États-Unis. Malheureusement, Trump a survécu à cet attentat d'assassinat contre lui. Et on a appelé, on dit, arrêtez le tout, arrêtez le tout, arrêtez le tout, opération compromise, Biden dépose. Biden s'est retiré de la course. Parce que c'était la dernière carte pour garder Biden. Mais on n'avait plus de choix. Maintenant, Biden s'est retiré de la course. Il se retire de la course parce que, comme motif, on dit qu'il n'est plus capable. Il n'a pas le contrôle de ses moyens. C'est ce que disent les médias. Ah. Donc, il faut maintenant quelqu'un qui va remplacer Biden. C'est qui? Kamala Harris. Mais nous avons un problème. Kamala Harris avait été vomi avant. Et il est encore vomi par le peuple. Que faire?
On dit à Biden, ne démissionne pas comme président actuel, tu continues jusqu'au bout. Il n'est pas responsable de ses actes, parce que personne ne peut le lui reprocher dans son état actuel, mais il est là comme président, ce qu'on ne peut pas attaquer Kamala Harris. Kamala Harris ne se déclare pas comme candidat à la présidence, du tout. Ce qu'on ne peut pas attaquer Kamala Harris, parce qu'elle n'est pas candidat nulle part. Biden n'est pas candidat non plus, mais il est président. On ne peut pas l'attaquer, Biden ne peut pas l'attaquer parce qu'il est sénile. C'est un vieux, vous ne pouvez pas vous attaquer à un vieux qui ne regarde là d'ailleurs, il ne va pas se représenter. Mais pourquoi alors? S'il n'est pas au contrôle de ses moyens pour se représenter, pourquoi il doit continuer à diriger le pays? Non, ne posez pas cette question. Charlotte, taisez-vous! Biden est là. Et dans le même temps, on voit maintenant Kamala Harris qu'on commence à balloter partout, la mener par-ci par-là, les médias commençaient à la vanter. Les médias commencent à dire elle est devant Trump dans les sondages. Comment à ce temps-là, elle ne pouvait même pas être devant ses propres membres de son parti? Et jusqu'au jour où Biden se retire de la course à sa propre succession, tout le monde l'a vomi. Brusquement, du jour au lendemain, elle est devant Trump. Voilà la corruption de ce pays-là. Voilà comment on n'observe aucune règle démocratique. Car ce n'est pas une démocratie. Je vais arrêter ça là-bas. Car vous allez voir qu'à la veille, vraiment à la veille, c'est en ce moment-là qu'on va mettre Kamala Harris là-bas. Ce sera déjà trop tard. On n'aura pas attaqué Kamala Harris. Elle n'aura pas présenté un plan quelconque. Elle ne se sera pas défendue pour quoi que ce soit. Alors, elle va être là comme une immaculée. Et là, la vraie nature du pays va sortir. Les États-Unis sont une république. Ce n'est pas une démocratie. Une république est juste sous la volonté des lois. Une démocratie, c'est sous la volonté du peuple. Même si le peuple américain va aux élections, on ne considère pas le résultat des urnes des électeurs américains, citoyens ordinaires, pour choisir le président de la République. Du tout. Ça ne compte pas, du moins en sa forme ordinaire de la chose. Ceux qui élisent le président de la République aux États-Unis, c'est les grands électeurs. Ces grands électeurs sont ces notables-là dans chaque État, qui, eux, c'est eux qui décident qui doit être président. Je veux prendre l'exemple. Par exemple, l'État de la Californie. Trump est très populaire là-bas. Que les Californiens élisent Trump à 90%. Et que Kamala Harris est élue à 10% seulement. Comme on ne tient pas compte des voix du peuple, dans une démocratie, ça devait être ça qu'on va considérer. Comme on a considéré chez nous quand le peuple congolais a voté Tshisekedi en masse, 73%, on a considéré cela. Aux États-Unis, ce n'est pas ça. On va juste dire que oui, Trump a gagné la majorité dans Californie. La logique voudrait que
les grands électeurs de la Californie le choisissent automatiquement, n'est-ce pas? Mais non, ils ne sont pas obligés du tout. Ils peuvent choisir Trump s'ils veulent. Et s'ils ne veulent pas, personne ne peut les contraindre. Ils peuvent dire, ok, mais c'est nous choisissons Kamala Harris avec ses 10%. Trump aura beau vociférer, crier, se rouler dans la boue ou la farine, ça ne changera rien. C'est ce qui est arrivé en 2020. Trump avait gagné les voix populaires. Mais le collège des grands électeurs a choisi quelqu'un d'autre. En 2017, quand Trump est devenu président, Madame Clinton avait eu la faveur du peuple américain. Mais les grands électeurs ont choisi Trump comme président. Vous vous rappelez George Bush et Al Gore? Al Gore demandait, oh je demande le récomptage, je fais ceci, cela. On l'a appelé, on a dit, regarde, viens ici. Laisse tomber. On va te donner un bon boulot. On va te mettre en charge du changement climatique et tu auras 1 milliard par année dans tes poches. Il s'est tué. Les grands électeurs ont voté George Bush. Pendant que c'est Al Gore qui avait gagné les voix du peuple. Alors, les lois des États-Unis avaient déjà institué cela comme ça. Ils s'en foutent des voix du peuple. Le peuple n'a rien à dire. C'est pour ça que ce n'est pas une démocratie, c'est une république. Alors, on utilise les médias. Les médias vont faire croire au peuple que leur candidat, c'est celui-là qu'ils ont eu comme président. Celui pour lequel ils ont voté, c'est celui-là qu'ils ont eu comme président. Et pourtant, c'est faux. Ça, c'est le travail des médias. Une corruption incroyable. C'est cette oligarchie, cette poignée de gens qui sont dans l'état profond, qui contrôlent le pays. Et c'est eux qui disent ce que le pays doit faire comme politique interne et externe. Donc même quand vous voyez un président américain faire quelque chose, il décide de faire quelque chose, ce n'est pas lui, c'est ce qu'on lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Trump, lui, on l'avait préparé pour créer une guerre contre l'Iran et il y était, il travaillait là-dessus. Il était en train de travailler là-dessus et il est parti en pleurant parce qu'il n'a pas fait ça. Quand Biden est revenu, Biden, vous avez entendu dernièrement quand il a parlé, il s'est vanté, il dit que dans l'histoire des États-Unis, il est le seul président qui n'a pas fait une guerre. Ça ne pouvait pas être si faux que ça. La guerre en Ukraine, ça c'est Biden, non? Mais Biden l'a trouvé, il était là sous Trump. C'est Trump qui avait armé l'Ukraine avant lui. Avant Trump, c'était Obama. Obama a dit, ah non, moi je ne veux pas armer l'Ukraine, je veux juste donner des blanquettes, je vais donner de la nourriture et de l'argent, c'est tout. Non, moi je ne m'amène pas, je ne veux pas faire la guerre. C'était tout faux. C'est Obama qui avait fait le coup d'État en Ukraine pour chasser le président dûment élu par les Ukrainiens, Yanukovych. Je pense que ce président-là était russophone. Dans sa culture, sa langue maternelle, c'est le russe. Et que lui, il voulait faire la paix avec la Russie. Pendant que les États-Unis voulaient cette guerre-là, on a fait partir Yanukovych. Coup d'État. Et on a commencé la guerre.
contre les peuples ukrainiens de langue russe à l'est, dans les deux provinces de Lugansk et l'autre. Vous voyez? Alors, Kamala Harris, elle est diplômée en droit. Elle est née le 20 octobre 1964. Elle a 59 ans. C'est une fille née des parents dont la mère est indienne de l'Inde et le père est jamaïcain. Elle ne s'est jamais considérée noire, sauf quand elle veut demander la faveur des Noirs. Elle va les rappeler aux Noirs que son père est jamaïcain, noir. Et quand l'épisode passe, elle tourne la page et n'est plus noire. Alors, de 2011 à 2017, c'est à ce moment-là qu'elle a été avocat général en Californie quand elle a fait cette bavure-là contre le peuple noir et quelques latinos, mais vraiment, elle a mis presque toute la jeunesse noire de la Californie en prison. De 2017 à 2021, elle était sénateur en Californie. Et c'est en ce moment-là qu'elle veut se présenter aux élections, elle se casse les dents. Alors, Kamala Harris n'est pas vraiment le candidat idéal pour les démocrates. Mais la seule raison pour laquelle ils veulent garder Kamala Harris comme président, parce qu'on va faire d'elle ce qu'on a fait de Biden. Elle sera seulement figurant. Tête d'affiche, et ça arrête là. Tout le reste, c'est les démocrates de l'ombre qui vont le faire. Quant à nous Congolais, même si Donald Trump gagnait les élections, même si Donald Trump gagnait les élections, il ne fera rien pour nous. Parce que en 2019, quand il a entériné Félix Antoine Tshisekedi comme le réel gagnant des élections, ce n'était pas pour nous qu'il le faisait. Il voulait juste faire montrer que les États-Unis qui soutiennent le Rwanda et donc qui soutiennent Kabila ont changé, sont devenus de bonne foi pour que Tshisekedi soit accepté. Mais tout d'un coup, ils avaient déjà préparé sous Kabila comment coincer Tshisekedi et l'amener à ne pas travailler. Et au besoin, le liquider. On lui avait déjà préparé des pots de bananes partout sur lesquels il va glisser et tomber. Les affaires là de Minembwe, la Zambie qui envoie ses soldats occuper une partie de notre pays, les Centrafricains qui occupent un morceau, les Soudans du Sud qui occupent un morceau, le Rwanda qui avait déjà occupé toute la partie est du pays depuis les années 90. Et maintenant, on lui a tendu cette patate chaude encore du M23. Chose qui avait déjà été réglée en 2012. Hein. Les M23 avaient déjà tout eu de Kabila. Tout. Mais tout d'un coup, de nulle part, ils sont là. Oh, Kabila nous avait rien donné, nous venons te le demander. Pourquoi vous n'aviez pas demandé ça à Kabila? De 2012 à 2019, vous n'avez pas fait de problème à Kabila. Pourquoi tout d'un coup à Tshisekedi?
Parce que tout est dans le plan. Donald Trump allait juste en ce temps-là commencer à dire « Oh non, regarde Tshisekedi, tu es ingrat, nous t'avons soutenu, voici maintenant, au lieu que tu puisses comprendre et arranger la situation, tu es en train d'empirer la situation, nous te lâchons. » C'est ça le plan. Et l'autre aussi, il voulait le départ des Chinois. Il pensait que Tshisekedi, comme ils l'ont accepté, ils vont lui demander de faire partie des Chinois, et Tshisekedi va juste demander aux Chinois, allez, emballez et sortez d'ici. Mais les contrats commerciaux, ce n'est pas comme ça. Surtout quand ça implique des gens d'autres pays, des nationaux d'autres pays, qui ont passé ce contrat-là avec le gouvernement congolais. Des nationaux d'autres pays qui passent des contrats avec le gouvernement congolais. Ça change tout. Tshisekedi a négocié avec les Chinois, il a demandé aux Américains, venez aussi, maintenant on travaille ensemble, les Américains n'entendent pas cette oreille, il faut faire partie de Tshisekedi, et voilà. Tout ce que vous voyez là, la guerre à l'Est encore qui s'amplifie, je sais quoi, tout ça c'est de la pression, ils veulent mettre Tshisekedi à genoux, pour qu'il accepte. Ils ont tenté à sa vie, ils ont tout fait, tout. Ils ont fait pour que l'économie, regarde, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que l'économie du pays avait déjà été mise entre les mains des étrangers. Ce qu'on appelle les Indo-Pakistanais, les Libanais, tout ça. C'est eux qui ont tout entre leurs mains. Et ils travaillaient en commun, d'accord, avec Kabila. Et parfois, Kabila va donner ça à un étranger pendant que c'est lui qui continue. C'est sa compagnie. Mais géré par un certain Naïdou indien ou Maharaj pakistanais. Mais ça ne change rien. C'est toujours Kabila ou sa famille. Tshisekedi a ce problème-là. Il veut apporter à manger, ces gens-là disent, au lieu d'amener 10 tonnes de bouffe, ils commencent à amener 1 tonne ou 2. Ça arrête là, pour toute la République. Ce que le peuple commence à grogner. C'est eux qui contrôlent les tissus économiques du pays, les finances du pays. Tout contrôlé par les banques, c'est eux. C'est eux qui contrôlent le taux du dollar. Ils l'imposent à la population congolaise. Et la population congolaise, comme elle n'a pas quelqu'un qui explique ce qui se passe, ou ils sont de mauvaise foi, ils sont payés pour ne pas communiquer au peuple la réalité. Les Patrick Mouya et les autres. Chacun va toujours dire, dans le plan du président, dans la vision du président. Donc, ils rejettent tout vers Tshisekedi. Président. Oh, ils savent que selon la constitution congolaise, le président ne gère pas le gouvernement. C'est le Parlement. Ils ne vont pas dire, ils ne vont pas pointer au doigt le Parlement qui ne fait pas son travail. Non, ils vont dire, non, dans la vision du chef de l'État, selon ce que veut Fachi. Et pourtant, ils ne le font pas du tout. Pour que Fachi soit mal vu par son peuple. C'est le but. Tous travaillent contre Tshisekedi. Quand bien même encore il y ait des détournements de fonds et des crimes économiques de toutes sortes, mais ce n'est plus à loisir comme ce le fut sous Kabila. Kabila était au palais de Marbre, il est là, le soir il regarde seulement combien c'est entré dans son compte, combien on a mis, ou combien on a viré dans son compte à l'étranger, ça arrêtait là. Le reste, il s'en foutait. Et c'est ainsi que tout ce monde-là se partageait les morceaux, ils vont donner aux troubadours aussi quelques argent qui vont aller raconter n'importe quoi au peuple et tout le monde va être là, Raïs, mais ils sont en train de mourir sans le savoir. Avec Tshisekedi, ils ouvrent les yeux, ils voient que la situation n'est pas normale, mais malheureusement, Tshisekedi n'a personne pour communiquer pour lui. C'est là que Mende devrait entrer en jeu.
tous ces gens-là qui travaillent au gouvernement, qui sont conseillers, rêvent d'aller vivre en Europe s'ils ne vivaient pas encore là-bas. Ou s'ils vivaient là-bas, ils veulent y retourner, aller maintenant, manger leur argent après. Ils s'en foutent de ce qui va arriver à Tshisekedi et aux Congolais. Ils savent que quand ça va chier, ils partent, ils prennent l'avion, ils s'en vont. Et dans l'entretemps, ils seront bien accueillis par les Occidentaux. Parce qu'ils ont fait exactement ce qu'on leur avait demandé de faire. Trump, quand il va prendre le pouvoir, il va venir, il va chercher à nous mettre de bâton dans le roue comme il faut, plus que ce qui était fait avant. Parce que regardez, dernièrement, il commençait, hein, vous voyez les vidéos, il commençait à sortir des choses comme quoi les gens qui arrivent illégalement aux États-Unis, ce sont des criminels qu'on a libérés dans les prisons du Congo démocratique et qui viennent dans leur pays pour foutre la merde. Vous voyez comment il commençait à préparer ce qu'il va faire contre notre pays. Et aussi, en même temps, il commençait à dire oh, Matata Pognon, c'était un bon gestionnaire, tout ça. Parce que tous ces Matata Pognon-là donnent de l'argent. Ils s'en foutent de tout. Ils donnent l'argent pour sa campagne. Au lieu que les gens du gouvernement de la RDC aillent le voir, et eux aussi, ils donnent des contributions juteuses, afin que Trump commence à dire que oui, quand Tshisekedi a pris le pouvoir, le pays était dans la merde. Mais malgré le Covid, malgré la guerre en Ukraine qui paralyse l'économie du monde entier, et donc ça paralyse un pays comme le Congo qui avait déjà trop de problèmes avec les guerres à l'Est, mais le gouvernement est en train de travailler d'arrache-pied. Regardez ce qu'il a fait avec l'armée, ce qu'il a fait avec l'enseignement, ce qu'il a fait avec toutes les réalisations. Il va en parler. Non, ils ne le font pas. Ils s'en foutent. Ils veulent que Tshisekedi coule. Et comme ça, plus jamais un Moulouba ne reviendra au pouvoir. C'est le but. C'est le but. Et si c'est Kamala Harris qui passe, il ne fera rien d'autre si ce n'est que cela. Maintenant, nous, au moment où on parle, il faut manger des deux bouts. Allumer les deux côtés de la bougie. De l'argent côté démocrate, de l'argent côté républicain. Allez, donnez de l'argent des deux côtés. Comme ça, si c'est Kamala Harris qui passe, peut-être que nous aurons sa faveur. Si c'est Trump qui passe, peut-être que nous aurons sa faveur. Il ne va pas nous donner l'argent. Mais le seul fait qu'il puisse nous laisser un peu respirer, ce serait bien. Un million là-bas, 1 million ici, 2 millions là-bas, 2 millions ici. Ça va bien aller. Et dans l'entretemps, mettez que Mende bombarde, qui puisse déchiqueter les médias internationaux qui passent leur temps à vilipender le gouvernement de Tshisekedi, qui n'a même pas encore commencé à travailler pour son deuxième mandat. Dernièrement, non pas dernièrement, il y a 2 jours, j'ai été agréablement surpris, je parlais avec quelqu'un qui ne m'a jamais vu, mais qui a épousé ma petite sœur. On parlait, je lui dis, ah, habariano coule. Il m'a dit, ah, tout va bien. Alors, il voulait savoir des choses que je fais. Je dis, non, moi, je suis à la retraite, mais je soutiens le gouvernement Tshisekedi, donc j'ai des vidéos que je mets en ligne et tout ça. Alors, si tu ne soutiens pas Tshisekedi, ne va pas voir mes vidéos parce que tu ne vas pas m'aimer. Moi, je le soutiens. C'est ce qu'il m'a dit. Il n'a même pas encore vu mes vidéos. C'est une jeune personne. Dans son début de trentaine, il me dit, ah, bof, en tout cas, tunaona Tshisekedi, ma problème yote pays ilikuwa nayo yenye alikutana. Tunaona vraiment, tunaona barabara inaanza kujengewa hapa, tunaona barabara inaanza kujengewa hapa, ni vitu hatukuwa tena tunaona zamani. Ndio sema kama mimi niko natumika malgré ma problème.
Vous vous rendez compte? Si maintenant on avait un Lambert Mende qui va parler pour vanter les actions du gouvernement, le peu que le peuple voit avec ses yeux, qui fait semblant de ne pas voir, parce que le peuple congolais, même s'il voit quelque chose, il faut lui dire que ce qu'il voit, c'est ce qu'il y a. Il n'y a personne qui lui dit ça. Alors le peuple refuse de voir ce qu'il y a là. Ça prend un Mende pour faire comprendre au peuple, ce que vous voyez là, c'est ça. Vous n'aviez jamais eu ça avant, c'est lui qui vient de le faire. Le peuple va dire, ah oui, c'est vrai, ce n'était pas là, oui. Depuis Ménazalou, c'est on a caillé. Depuis Ménazalou, ah oui, c'est vrai. Mais il n'y a personne pour le faire. N'attendez pas quoi que ce soit des États-Unis. Ils ne peuvent pas nous soutenir dans les règles de démocratie quand eux-mêmes ne sont pas une démocratie. Ils exercent la dictature chez eux, une tyrannie en plus. Ils ne peuvent que nous imposer la tyrannie. C'est pour ça qu'ils ne savent rien faire d'autre ailleurs. Ils imposent la tyrannie. Ils attaquent les pays, ils tuent les dirigeants. Ils volent les richesses de ces pays-là. Ils dilapident le tout. Ils étaient chez nous sous le règne de Mobutu. Ils n'ont jamais aidé Mobutu du tout à développer le pays. C'est-à-dire que Mobutu allait tout le temps s'endetter auprès du FMI, de la Banque mondiale, et l'argent venait, c'était détourné et partagé entre les dirigeants du pays. Les Américains ne disaient rien. Ils s'en foutaient. Tout ce qu'ils voulaient, c'est d'être là pour contrôler le mouvement de l'URSS en Afrique. Et ils utilisaient Mobutu. Mobutu était content de voir que, ah oui, il était stable à son pouvoir. Ça s'est limité là. C'était du donnant-donnant entre les États-Unis et Mobutu seulement. Mais ils n'ont pas hésité de soutenir un pays aussi minable comme le Rwanda pour qu'il nous mette à genoux. Le Rwanda n'est pas seul, il y a tous les pays environnants de la RDC qui font ça. Soutenus par les États-Unis. Les États-Unis et les Occidentaux au complet ont toujours fait ce qu'ils veulent au Zaïre, en République démocratique du Congo. Et surtout quand ils ont eu un président rwandais, c'était une autoroute libre. Mobutu, au moins, c'était des routes où il y avait encore des stops, il y avait encore des lumières, il faut arrêter quand c'est rouge. Non, je vais parler, c'est une image que je mets, des lumières de vol. Mais quand ils ont mis un Rwandais à la tête de la RDC, ils ont enlevé les stops, ils ont enlevé les lumières, c'était seulement des autoroutes. Foup, on passe avec nos richesses, au moment de partir avec à l'étranger, ça arrête là. Tshisekedi arrive, il commence à remettre les stops, à remettre des lumières et qui surveille, on ne veut pas de ça. C'est ça que je vous l'ai dit de Kamala Harris. Je vous ai dit que j'en parlerai aujourd'hui. Pour dire, ne comptez pas sur elle. Peut-être Trump, mais ne comptez pas sur lui non plus. C'est à nous de jouer notre carte. Comme les États-Unis, c'est un pays corrompu et la corruption marche bien. Allez donner de l'argent, ça va bien fonctionner. Donnez de l'argent. Allez voir ceux qui décident de la politique étrangère des États-Unis. Le CFA, corrompez ces gens-là, donnez-leur de l'argent. Donnez de l'argent à des parlementaires américains influents. Des Graham, des gens comme ça, des Rubio, des gens comme ça, Chuck Schumer, des gens comme ça, sont corrompus. Ça vous étonnerait qu'ils soient corrompus plus que vous, mais seulement que comme il y a quand même une certaine loi, ils doivent jouer avec la loi. C'est pour ça que ce n'est pas ostentatoire, ce n'est pas visible comme ça.
Sinon, ils le feraient visiblement plus que vous. Allez les voir corrompus. Ce sont des corrompus jusqu'à l'os. Allez les voir. Ils vous impressionnent parce que vous ne les connaissez pas, mais nous, on les connaît, ils ne nous impressionnent pas du tout. C'est pour ça qu'ils s'étonnent de voir quelqu'un comme Tshisekedi. Ils se disent, mais d'où vient cette personne, hein? C'est quelle bestiole, ça? Ils ne comprennent pas que quelqu'un peut refuser les avantages qu'on lui donne et surtout résister aux menaces et aux intimidations sans céder du tout. Ça les étonne. Si votre cœur vous en dit, partagez et likez. On se reverra pour un autre numéro au Conspiratorium. Merci d'avoir été là, très cher conspiré. Au revoir.